Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du bâtiment optimisé, l'émission Radio Imo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Le sujet du jour, le nouveau diagnostic PEMD, encore un acronyme, faut s'y habituer. On va bien sûr traduire produits, équipements, matériaux et déchets, c'était anciennement le diagnostic déchets. Avec nous pour en parler, trois experts, on est ravi d'accueillir Maëlik Frémont-Noto. Bonjour Maëlik. Bonjour. Directeur métier amiante pour le bureau d'études Axéo. On rappelle qu'Axéo est un bureau d'études en bâtiment, notamment spécialisé dans la remédiation du risque amiante et des polluants du bâtiment. Donc, bienvenue à vous. À vos côtés, Olivier Legras. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes directeur de développement durable pour le groupe Alcei. Un petit mot du groupe Alcei. Promoteur immobilier, spécialisé à la fois dans l'immobilier résidentiel et l'immobilier d'entreprise, et avec une stratégie bas carbone très intégrée depuis maintenant 4-5 ans, et donc effectivement en pleine réflexion sur la question des déchets et du recyclage des produits et des déchets du bâtiment. Parfait, Olivier. Bienvenue à vous. À vos côtés, Sébastien Duprat. Bonjour Sébastien. Bonjour. Le directeur général de Cycle Up. Même question, Cycle Up, c'est quoi ? Alors Cycle Up, c'est une boîte qui a été créée il y a 5 ans et qui fait tout ce qu'il y a à faire pour réemployer les matériaux, leur trouver une deuxième vie. Donc vraiment une réflexion depuis l'amont, le gisement, jusqu'à quelle nouvelle architecture, prescription et manière de construire, de prescrire et de gérer de l'immobilier avec des matériaux de seconde main. Voilà, et vous vous adressez à tous les acteurs de la filière, propriétaires, maîtres d'ouvrage, architectes, ingénieurs, démolisseurs, constructeurs, bref, il y en a pour tous les goûts. Voilà, messieurs, eh bien voilà pour nos invités. Tout de suite, le rappel du sujet. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. On parle PEMD aujourd'hui, puisque conformément à l'arrêté du 26 mars 2023 et du Code de la construction, le nouveau diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets devient obligatoire à compter du 1er juillet 2023. Il remplace donc l'ancien diagnostic déchets, renforce et élargit l'obligation aux rénovations significatives et aux démolitions. Il concerne maintenant un grand nombre de projets, possiblement beaucoup de gestionnaires, de propriétaires, d'acquéreurs fonciers. Mais pour aller dans le détail, qu'est-ce que le PEMD, ce diagnostic? Quand est-il obligatoire? Qui peut le réaliser? Quand et comment procéder? Combien ça coûte? Comment s'en servir? Sur quoi être vigilant? Bref, autant de questions qu'on va poser à nos experts du jour. Tout de suite, place aux experts. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Alors Maëlik, je vous donne la parole pour démarrer. Le diagnostic PEMD, quelle différence exactement avec l'ancien diagnostic déchets? Déjà, les projets concernés sont beaucoup plus élargis, puisqu'aujourd'hui, on ne parle plus uniquement de diagnostic déchets dans la démolition, mais de diagnostic produits, équipements et matériaux dans tous les projets de réhabilitation significative, et à partir de projets qui ont des surfaces de 1000 m² de surface de plancher. Donc ça va couvrir un grand nombre de projets de réhabilitation et de déconstruction dans le bâtiment. Oui, et du coup, il devient obligatoire ou il était déjà obligatoire? Alors, il devient obligatoire au 1er juillet, ce diagnostic PEMD, et il va être un élément important et réglementaire pour l'attribution des autorisations de travaux. Donc, aucun projet ne pourra aboutir sans avoir ces documents-là, qui va faire l'inventaire des produits, équipements et matériaux qui sont susceptibles d'être réemployés dans le cadre d'une déconstruction. Oui, ça sert à quoi en fait? On perçoit bien l'esprit, mais fonctionnellement, voilà le but, parce qu'on sait des fois qu'il y a entre la lettre et l'esprit, il peut y avoir des différences. Donc là, on va vraiment faire un inventaire précis de tout ce qui peut être déconstruit proprement et réemployé à un même usage, ou éventuellement moyennant quelques transformations pour des projets futurs de construction neuve sur site ou sur des projets connexes dans des mêmes départements, pour éviter que les matériaux fassent trop de distance par la route. Olivier Legras, ce diagnostic PEMD, c'est une nouvelle contrainte pour vous? Alors c'est une nouvelle contrainte parce que c'est une nouvelle obligation réglementaire. Maintenant, si on réfléchit un petit peu à l'acte de construire et si on essaye de décarboner l'acte de construire, c'est pas une contrainte, c'est une aide. Parce qu'effectivement, pour un promoteur immobilier qui veut s'engager dans un acte de construire plus décarboné, il faut réfléchir effectivement à ce sujet qui sont les déchets de chantier, y compris qu'on est sur la déconstruction. Et à partir de là, grosso modo, il y a 3 étapes pour nous. C'est d'abord regarder sur site, notamment dans le cadre des déconstructions, ce qui peut être transformé en non-déchets, donc en réemploi.
parce que le premier, le déchet le moins carboné, c'est celui qui n'existe pas. Donc un peu comme sur l'énergie, le kilowattheure qui est consommé le moins carboné, c'est celui qu'on ne consomme pas. Là, c'est la même chose. Donc d'abord, essayer d'être accompagné avec cet inventaire pour savoir ce qu'on peut réemployer, ce qu'on peut transformer en nouvel usage, nouveaux matériaux ou matériels. Et ensuite, il y a à nous accompagner pour valoriser tout ce qui est valorisé sur le reste, non plus en réemploi, mais en recyclage, en nous guidant sur les volumes, sur les solutions et puis sur les filières de retraitement. Donc pour nous, c'est très important d'avoir cet accompagnement initial pour intégrer au maximum à la fois du réemploi et à la fois obliger l'ensemble de la filière qui est sur l'acte de construire chez nous à flécher du recyclage le plus intelligemment possible. Donc non, c'est pas forcément une contrainte. Alors pas une contrainte, peut-être une opportunité, hein, c'est l'art de transformer les contraintes en opportunités. Ça nécessite du travail en amont, c'est-à-dire qu'il faut le préparer, il faut imaginer le cycle de vie global de l'ensemble des produits. Alors ça nécessite doublement un travail en amont. D'abord, il faut identifier le terrain de jeu, c'est-à-dire là la parcelle sur laquelle nous on imagine construire quelque chose, et donc regarder l'existant, le bâtiment existant, et bien connaître, bien identifier l'amont, notamment parce qu'on a une obligation réglementaire de retraiter, de recycler ça. Et puis on s'en sert aussi très en amont dans l'acte de concevoir, puisque tout ce qu'on peut récupérer sur notre site, on le récupère sur notre site. On va parler ensemble de réemploi, donc il y a des matériels qu'on peut nous-mêmes réemployer sur le site et qui peuvent être réintégrés dans notre acte de construire. Donc effectivement, une grande nécessité à l'avoir le plus en amont possible, et c'est l'objet de ce fameux nouveau diagnostic PEMD, puisque nous, on a l'obligation de le fournir pour la demande du permis de construire, donc il arrive vraiment très très tôt, nous, dans notre processus. Tant mieux. Sébastien Duprat, pour vous, c'est une aubaine, non? Ça va accélérer peut-être ce fameux réemploi que vous prenez chez Cycle Up? Alors c'est plus qu'une aubaine, c'est le départ logique, parce que comme on joue au grand jeu des acronymes, le diagnostic PEMD, il s'inscrit dans un cadre plus large qu'est la loi AGEC, Anti-Gaspi Économie Circulaire. Et cette loi AGEC, elle incite les secteurs professionnels comme celui de la construction à arrêter de penser déchets en premier lieu, mais d'abord à imaginer les ressources dont on a besoin pour construire. Et donc faire avec ce qui est déjà là, faire avec une logique où les importations de matériaux lointains vont être de plus en plus compliquées, où les prix de l'énergie vont compliquer les transports longue distance, c'est de toute façon un paramètre du business immobilier qui va s'imposer à nous. Et donc bien connaître les gisements, comprendre les ressources sur l'immobilier qui est déjà là, c'est une vraie opportunité pour imaginer une construction qui peut être sobre en carbone, d'origine locale, et en plus valoriser des talents du territoire avec des entreprises locales de transport, de reconditionnement, souvent en insertion. Donc pour un décideur public qui veut implémenter de la création d'emplois et du bas carbone, l'économie circulaire qui commence par le DIAC PEMD, c'est vraiment une bonne stratégie territoriale. C'est un vrai besoin aujourd'hui pour les gestionnaire. C'est un bon outil, Malik Frémont? Oui, c'est vraiment un outil qui est pertinent, qui amène une avancée très très importante dans la gestion des matériaux du bâtiment, puisqu'aujourd'hui c'était quelque chose d'assez sommaire et c'était des initiatives assez rares ou des projets individuels. Et là, aujourd'hui, on va vraiment avoir une masse de gisements qui va être identifiée. Les filières vont pouvoir se créer. Elles existent déjà, mais elles vont pouvoir se fiabiliser. Et puis, on va vraiment rentrer dans un autre logiciel de pensée de la gestion des matériaux du bâtiment. Comme disait Sébastien, il y a un passage à l'échelle, on a l'impression, là, avec ce... Tout à fait. Avec ce PMD obligatoire. La filiale du réemploi, elle existe déjà. Je sais pas, tiens, les promoteurs, vous en servez. Parce qu'on a fait d'autres émissions et on sait que c'est compliqué. C'est-à-dire, on peut identifier, mais des portes-fenêtres qui sont à Marseille. Alors, vous avez votre chantier à Lille, c'est quand même compliqué. Alors, c'est assez inégal sur le territoire français. C'est vrai que la gestion au sens large des déchets, c'est une gestion qui est régionale. Donc, effectivement, suivant les régions, suivant le contexte économique, voire même politique, il peut y avoir des inégalités. Donc, c'est vrai que elles existent de manière inégale. On a une réflexion commune, puisque nous, on a une filiale à l'île de la Réunion, où là, pour le coup, l'étape d'après, le diagnostic qui est la plateforme d'échange, de réemploi, etc., est très peu mature. Donc on est en train
la co-construire, la co-créer ensemble dans le cadre d'un groupement avec une autre structure locale. Donc effectivement, on est vraiment sur une première étape qui va nous permettre derrière de mieux structurer sur l'ensemble du territoire cette filière-là qui marche, mais qui marche surtout sur les déchets, les gros déchets inertes qu'on peut récupérer, qui est les terres excavées, le plâtre, les choses comme ça. Mais c'est vrai que quand on rentre un peu dans le détail des matériels ou des matériaux de réemploi, là c'est vrai que c'est très compliqué sur le territoire. Sébastien, on voit que sur votre site, cycle-up.fr, que effectivement, on peut, j'ai l'impression, tout récupérer. On trouve sur le site des meubles de bar, du parquet, des charpentes mécaniques complètes, fenêtres double vitrage. Bon, ça c'est assez classique, mais aussi équipement d'ascenseur, panneaux acoustiques. On peut tout réemployer, tout récupérer ? La créativité humaine n'a pas de limite et on peut même en faire un moteur de projet. Je connais un nombre d'architectes ou de maîtres d'ouvrage qui, dans certains tissus de centre-ville, vont chercher à faire du faux vieux, du façon Brooklyn, avec de la vieille brique, des carreaux de ciment, du vintage avec des matériaux neufs. Nous, on a la perspective de faire de l'authentique vintage avec des matériaux de seconde main. Ils ont une patine, ils ont une texture, parfois ils ont une qualité technique. Une tuile manuelle des années 50 peut avoir, même 70 ans plus tard, parfois des qualités techniques supérieures à des produits plus bas de gamme. Mais pour compléter la question de tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui les acteurs du réemploi, c'est moins de 1% du marché des matériaux. On est des fourmis au milieu d'un désert aujourd'hui qui est celui de l'économie linéaire. Il y a des gens plus en avance que nous, je sais pas, les Nordiques, les Allemands, on pense toujours à eux, ou pas tant forcément. que ça. Il y a eu aux Pays-Bas, en Belgique, quelques amorces qui ont pu nous inspirer, mais en termes de taille de marché et de maturité, la France pourrait être vraiment un pionnier européen si on se saisit du sujet avec un peu d'ambition. Et la loi AGEC dit... à terme, dans le secteur du bâtiment, on doit viser de réemployer 5% des produits. Donc passer de 1 à 5, c'est à la fois un énorme challenge, il faut multiplier par 5 nos performances actuelles, mais on ne va pas tout d'un coup faire fermer la porte à tous les négoces de matériaux neufs. On sait que c'est une solution additionnelle à la performance, à la qualité constructive. On ne va pas substituer tous les matériaux neufs par des matériaux de réemploi. Oui, et puis ça serait compliqué, j'imagine, quand on démarre le chantier, d'avoir tout son chantier. Peut-être un jour, on aura suffisamment, la banque de matériaux sera suffisamment disponible, mais aujourd'hui, il manque encore des choses. Exactement. Il y a en complément, en tout cas de notre point de vue de constructeur neuf, avec des échéances qui sont très fixes, qui sont très figées. Il y a d'autres sujets qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui sur un marché qui n'est pas complètement mature, qui est à la fois la temporalité. Quand on déconstruit le bâtiment d'à côté, il faut le déconstruire au bon moment pour qu'on le réutilise tout de suite. Et puis il y a la quantité. Quand on a besoin de, je sais pas, de 12 portes, s'il y en a 10 qui sont en état, il faut en trouver deux de plus. Donc aujourd'hui, on est sur les amorces d'un marché qui va devenir mature à terme et qui va devenir mature à terme si l'ensemble, et c'est l'objet de cette nouvelle réglementation, si l'ensemble des acteurs de la filière s'y mettent dès le départ. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où on va connaître de plus en plus le gisement, on va pouvoir se projeter vers une économie régionale puis nationale qui va être pertinente pour l'ensemble des acteurs de la filière, notamment nous. D'accord. Alors, juste, on va te demander à Maëlik, justement, si on va être précis, que doit contenir le PEMD pour ceux qui ont l'obligation de le réaliser? Alors, le diagnostic PEMD, il va contenir un inventaire très détaillé de tous les équipements et matériaux qui sont susceptibles d'être réemployés. Donc, avec ses caractéristiques, ses dimensions, idéalement, ses fiches techniques, si on arrive à récupérer les références des différents équipements, la nature des matériaux constitutifs, et puis on va faire une évaluation de l'état de conservation, l'état de dégradation aussi de cet équipement pour donner le maximum d'informations dans le cadre de cet inventaire pour pouvoir le mettre à disposition des plateformes. Donc il y a la plateforme du CSTB qui est l'organisme réglementaire qui va recoller toutes les informations pour l'État, c'est l'organisme qui a été désigné pour ça, mais aussi pour pouvoir alimenter les différentes marketplaces qui, elles, vont gérer la transaction de ces différents matériaux, ce qui n'est pas l'objet du CSTB. Le CSTB, c'est une plateforme de capitalisation de la data, on va dire en tonnes et en quantité. Les marketplaces vont pouvoir reproposer autre chose. Et c'est pour ça qu'on a décidé au sein du groupe Axéo de prendre comme partenaire Cycle pour mettre à disposition de nos clients ce service de marketplace. Et dans nos diagnostics PEMD, les 3 principaux gisements, en tout cas ceux
qui auront la meilleure valeur sur le marché du réemploi, on proposera de les mettre directement en ligne sur la plateforme, sur les marketplaces comme Cyclub, pour pouvoir ouvrir l'opportunité de réemploi et d'économie circulaire auprès de nos clients donneurs d'ordre. D'accord. Qui peut réaliser un diagnostic PEMD? Qui est habilité? Donc aujourd'hui, c'est les spécialistes du bâtiment. Alors, on peut résumer que ceux qui font aujourd'hui du diagnostic amiante, comme on en a chez nous, ils sont de fait compétents par leur connaissance constitutive du bâtiment et leur expertise là-dedans. Ensuite, il y a les experts du bâtiment comme certains maîtres d'œuvre, certains architectes qui sont habilités. Et puis, il y a des formations spécifiques qui sont en train de se mettre en place, justement en partenariat avec le CSTB. C'est une formation qui dure 1 semaine et qui permet d'acquérir les compétences suffisantes pour élaborer ce diagnostic et aller chercher les bonnes informations. La particularité, c'est que dans les projets de déconstruction, on est souvent, en tout cas actuellement, sur des bâtiments anciens. Et qui dit bâtiment ancien, dit bâtiment avant 97, et la fameuse échéance dont on a déjà parlé ensemble sur différentes émissions, avec le risque amiante, où effectivement, il faut combiner un risque dans le polluant du bâtiment et à la fois la nécessité de faire ce diagnostic sur les produits équipements. Donc ça fait appel à différentes compétences cumulées. Il y a un temps, une durée pour le faire. Quel process ou le timing à respecter? Comme on disait, le plus tôt, c'est le mieux. Le plus tôt, déjà parce que ça rentre dans le processus administratif d'un projet de construction ou de déconstruction. Et surtout, plus tôt on connaît la présence et la qualité des gisements de réemploi, plus tôt on peut les mettre sur le marché et puis on va avoir des opportunités de réutilisation. C'est sûr que c'est pas un mois avant de déposer des portes, des fenêtres ou des parquets, donc comme on discutait tout à l'heure, qu'on va trouver quelqu'un qui va tout de suite en avoir besoin dans les 3 semaines qui suivent. Ça va nécessiter des problématiques de stockage et autres. Donc l'idée, c'est vraiment d'inventorier très en amont du projet, de laisser un temps suffisant pour avoir des appels d'offres ou à candidature de réemploi pour pouvoir les déposer et de déposer soigneusement que ces matériaux qui vont avoir une vraie valeur en termes de réemploi. Ouais. Olivier, justement, Olivier Leroy, vous êtes directeur du développement durable groupe LCI. Oui. C'est quelque chose que, ça y est, qui est intégré dans le processus aujourd'hui, sur lequel vous travaillez déjà? Parce qu'il peut y avoir, on va voir dans un instant, mais si on ne le fait pas, il y aura aussi sans doute des sanctions. Oui, il y a des sanctions. Alors de fait, c'est intégré. Nous, on a fait déjà en interne un certain nombre de formations pour bien l'appréhender, parce que ça fait partie du parcours réglementaire obligatoire. On ne pourra plus déposer un permis de construire sans avoir le rapport du diagnostic PEMD. Donc de fait, c'est intégré. Après, effectivement, on en parlait avant l'émission. Nous, dans le cadre de la stratégie bas carbone du groupe, ça fait un petit moment qu'on réfléchit et qu'on intègre cette solution. On est assez proactif sur le sujet. On a identifié effectivement qu'il y avait une source j'allais dire, valorisation carbone. Donc c'est vrai que nous, ça fait un petit moment qu'on intègre ces diagnostics, y compris dans des cas qui n'étaient pas forcément réglementaires à l'époque. Là, c'est vrai que ce décret-là nous impose de déposer sur la plateforme du CSTB le diagnostic, en plus à l'appui de ce qu'on peut faire au niveau du permis de construire, et puis on en parlera, mais nous impose aussi de déposer sur la plateforme l'état final, c'est-à-dire une fois notre bâtiment livré, d'expliquer, notamment de manière informative pour l'instant, mais en tout cas d'expliquer et d'intégrer à la plateforme du CSTB ce qu'on a fait des résultats de ce diagnostic, même si on n'a pas d'obligation aujourd'hui de réemployer 100% ou 50% de ce qui est identifié dans le diagnostic. On va aussi tous participer à comprendre ce qu'on peut faire aujourd'hui avec cette étape finale. Voilà. Ok, donc ça change beaucoup de choses justement dans la gestion du chantier, dans son organisation. Alors, de manière très opérationnelle, on parle de déconstruction, alors qu'il y a 10 ans, on parlait de démolition. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des entreprises qui font ça proprement. C'est plus compliqué, excusez-moi, mais c'est plus compliqué, donc c'est un peu plus de temps. C'est accessoirement un peu plus de temps en termes de, j'allais dire, préparation de chantier, parce qu'effectivement, il faut venir déposer proprement les éléments qui sont à réemployer ou à recycler. Et puis, ça a un petit coût supplémentaire,
il ne faut pas le cacher. Aujourd'hui, c'est vrai que venir déconstruire, c'est un petit coût supplémentaire. Mais en même temps, on est tous orientés vers un acte de construire qui est plus intelligent, plus décarboné, etc. Et donc, la filière s'y met. Il y a quelques contraintes, mais à partir du moment où, effectivement, on y réfléchit dès le début, et avec cette obligation de le faire pour le permis de construire, ça s'intègre. Et effectivement, à l'échelle de la construction d'un bâtiment, en tout cas pour nous, sur des grands bâtiments collectifs, c'est assez anodin, quoi. Sébastien? Oui, moi, ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est que ça valorise et ça restaure de la noblesse à des métiers qui étaient souvent pas très bien considérés. C'est-à-dire le métier du diagnostic, s'il fallait un tampon pour faire sa transaction, et la qualité du diagnostiqueur, on s'en souciait peu ou pas. La question de la démolition, on avait beaucoup de préjugés en disant que c'était pas là qu'on avait le top gun de l'ingénierie. Et aujourd'hui, avec cette question des ressources qui sont précieuses, la question d'intégrer ces métiers-là sur la trajectoire du bas carbone, le fait de regarder les matières avec leur potentiel plutôt qu'uniquement avec leur coût d'élimination, je trouve que ça ramène de la noblesse à ces métiers, ça permet de remettre du temps dans des phases de projet où on avait besoin de temps, et finalement arrêter de faire vite fait, mal fait, mais tant que ça coûte pas cher, c'est OK. Et c'est une vraie opportunité pour tout un pan de la profession qui avait été un peu laissé de côté, le diag et la démol, et de retrouver de la noblesse, de montrer des savoir-faire, et c'est eux la première brique de l'économie circulaire. Sans ces métiers-là, pleinement mobilisés, bien formés et vraiment enthousiastes, il n'y aura pas d'économie circulaire. Ouais, ça veut dire que c'est des nouveaux métiers, ou peut-être des métiers qui vont se transformer, qui vont attirer aussi peut-être des jeunes qui sont, on sait, qui ont besoin de sens, en tout cas qui sont attirés par justement toute cette économie circulaire. Vous le voyez, vous, par exemple, dans votre entreprise Alors, moi, ça fait un peu fanfaron, mais j'ai aucune difficulté de recrutement, parce que chaque semaine, chaque lundi, on commence la réunion d'équipe en disant combien de tonnes on a économisé la semaine passée de carbone. Et donc c'est un moteur à l'action, c'est en tonnes de carbone toutes les semaines. Et donc vraiment en termes de passage à l'action, de réalisation concrète, c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Planter un arbre, c'est économiser du carbone ailleurs et plus tard. Sauver un matériau qu'on va chercher dans une benne de déchets et qu'on réemploie, c'est sauver du carbone ici et maintenant. Et donc quand on veut avoir de l'impact, c'est une activité, le réemploi, extrêmement satisfaisante et dont on peut mesurer les effets à court terme. C'est ça qui par rapport à des trajectoires de décarbonation avec du moyen et du long terme, peut être intéressant avec le réemploi, c'est qu'en plus des trajectoires de moyen et long terme, on peut avoir des opportunités ici et maintenant d'avoir un impact concret sur la trajectoire carbone. Je reviens justement à votre site, on voit effectivement l'ensemble de ces matériaux que j'ai cités. Ça veut dire que vous ne les stockez pas vous-même quelque part, il faut que vous mettez en relation des matériaux qui sont quelque part et à aller chercher, qui sont disponibles. Alors comme on le disait tout à l'heure, la filière elle est en pleine émergence, révolution, il y a des briques de solutions. La plupart du temps, on essaye d'éviter de stocker parce que le stockage et le transport coûtent cher en argent et en carbone. Si on arrive à faire une opération directe depuis le chantier de démolition vers le chantier de construction, c'est super. Mais ça marche rarement aussi bien que ça. Et donc finalement, parfois, on est amené à entreposer pendant quelques semaines ou à regrouper les flux de plusieurs chantiers pour servir une opération plus grande. Et puis la nouvelle étape dans laquelle on s'engage aujourd'hui, c'est de faire du reconditionnement, c'est-à-dire de récupérer des matériaux dans leur jus, issus de la déconstruction, et puis de changer les pièces d'usure, de faire des vérifications et de les restituer à quelqu'un qui va construire dans un état où ils sont prêts à poser. La même expérience d'achat qu'on peut avoir quand on achète un smartphone d'occasion ou même maintenant une voiture d'occasion, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait dans les années 80. C'est plus un rendez-vous sur un parking de supermarché avec un obscur inconnu. Maintenant, on va dans une concession, on a une garantie, un financement, des pneus neufs. C'est la même chose dans le réemploi de matériaux de construction. Plus ça va aller, plus on va aller vers la fourniture de produits, certes de seconde main, mais avec une expérience client, une assurance, une garantie, une traçabilité comparable à des produits neufs. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on connaît bien ça maintenant avec les téléphones qu'on utilise tous, qu'on peut avoir à moins cher et tout aussi performant. Et là, on va avoir la même chose pour les matériaux. Oui, Olivier. Oui, je voulais juste rajouter un petit point. Ce reconditionnement et cette traçabilité est extrêmement importante pour nous, maîtres d'ouvrage, dans la construction neuve, puisque ça fait écho complètement à la, entre guillemets, nouvelle réglementation environnementale, donc la RE 2020 qu'on a depuis 2 ans maintenant, où effectivement ces matériaux-là peuvent être valorisés au sens du calcul carbone de construction, puisque s'ils sont tracés, ils sont intégrés complètement dans le calcul et ils nous permettent de baisser, entre guillemets, le poids carbone de la construction. Donc c'est un travail qui est extrêmement important et qui est
déjà intégrés, en tout cas en anticipation, dans les textes de la réglementation pour nous inciter, nous, à les utiliser une fois qu'ils ont été reconditionnés et tracés. Messieurs, vous restez avec nous, on va passer tout de suite aux questions. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Maëlle, une question pour vous. Sur quoi être vigilant? Quels sont les bons conseils à suivre pour la réalisation de mon diagnostic PEMD? La vigilance doit porter aussi sur la compétence du diagnostiqueur, on en parlait tout à l'heure. Oui. C'est une des premières choses que le maître d'ouvrage doit vérifier quand il passe une commande de diagnostic PMD, c'est de s'assurer, et ça fait partie clairement de ses obligations, de s'assurer de la compétence du diagnostiqueur qui va réaliser le document. Et puis ensuite de donner, être vigilant sur les informations qui sont transmises pour réaliser ce type de diagnostic, avoir des plans cotés, avoir l'historicité du bâtiment, enfin voilà, un certain nombre d'informations qui va donner de la qualité à notre inventaire détaillé, et plus ça sera précis, et comme on le disait, plus ça sera anticipé, meilleur sera le rendu, et le potentiel de réemploi sera décuplé. Il faut passer par un expert ou on peut le faire par ses propres services? Alors non, il faut passer par un diagnostiqueur indépendant. Il doit être indépendant au projet, comme c'est le cas dans tous les diagnostics amiante ou plomb. Le PMD rentre dans la même logique. Il faut que ce soit quelqu'un qui n'ait pas de lien particulier avec la maîtrise d'ouvrage pour être objectif dans son inventaire. D'accord. Combien ça coûte? Tiens. Ça coûte, on va dire, entre 1,50 € et 3 € du mètre carré, en fonction de la complexité du projet, de la nature des pollutions qu'il peut y avoir, et puis aussi du rendu du diagnostic. Effectivement, il va y avoir, comme dans tous les diagnostics dont on entend régulièrement parler aujourd'hui, du low cost. Ça va se contenter au strict réglementaire, et puis avoir du service premium. C'est clairement sur ce type de produit qu'on s'est positionné, en apportant un service beaucoup plus abouti, et puis en intégrant de l'innovation, puisqu'on fait de la modélisation 3D, des visites virtuelles des locaux pour pouvoir faciliter l'inventaire et pouvoir naviguer dans le bâtiment pour repérer, même pour la maîtrise d'ouvrage, aller repérer où sont positionnés les matériaux réutilisables. D'accord, donc il y a de la valeur ajoutée, comme vous disiez tout à l'heure, hein, effectivement, un diagnostiqueur qui retrouve ses lettres de noblesse. Question pour tous, ce sera le mot de conclusion aussi. La mise en œuvre de la stratégie de réemploi ne coûte-t-elle pas plus cher que les bénéfices générés? Olivier. Question piège. Non, c'est sûr que aujourd'hui, ça a un coût. Maintenant, on est dans le sens de l'histoire. Il faut structurer cette filière-là. C'est peut-être une légère dépense aujourd'hui pour effectivement demain fonctionner de manière plus intelligente et plus décarbonée. Donc en tout cas nous, ça fait un petit moment qu'on les intègre, même avant qu'ils soient obligatoires, même sur des structures qui font moins de 1000 m² à déconstruire. Nous on considère que effectivement c'est un coût nécessaire pour améliorer la qualité de nos constructions et de nos produits. Donc voilà, pour moi c'est pas une problématique financière aujourd'hui. Sébastien Duprat. Si on remonte dans le temps, l'airbag, l'ABS et la ceinture de sécurité, c'était un surcoût aussi pour l'automobile. Aujourd'hui, on n'imagine plus faire sans. Et ben, je pense qu'on est exactement dans cette transformation-là. Aujourd'hui, la prise en compte du carbone, ça a un surcoût de compétences, un surcoût d'efforts pour démolir plus soigneusement et déconstruire sélectivement plutôt que tout démonter à la dynamite. Mais finalement, si on dit que dans le monde de demain, le carbone coûtera cher, l'énergie coûtera cher et les matériaux seront rares, c'est probablement un surcoût qui est très très acceptable par rapport aux défis de la filière de la construction de l'immobilier. Et puis on sait de toute façon que cette transition, elle va coûter. Mais bon, au vu de ce qui se passe, et on voit un petit peu les éléments se déchaîner autour de nous, il faut peut-être mieux en prendre la mesure. Pour aller plus loin sur le sujet, on vous rappelle que Axéo organise un grand webinar live. Malik, c'est vous qui à la fin du mois. Oui. À la fin du mois, ça doit être le 29 juin. D'accord, on mettra toutes les infos évidemment dans le descriptif. Voilà, n'hésitez pas à nous retrouver évidemment en podcast, en replay. En tout cas, un grand merci à nos experts du jour. Maëlle Froment-Noto, je rappelle que vous êtes directeur métier Axéo Amiante en particulier. Olivier Legras, directeur du développement durable du groupe ALCI. Merci Olivier. Et merci à Sébastien Duprat, le directeur général de Cycle Up. Cette édition se termine. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du bâtiment optimisé. Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.